Je voudrais savoir de quoi je vis. Tu vis de l'idée que tu te fais de demain. Je crois que demain sera fait d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui est mauvais, que demain sera pire, que tout finira demain. Parle, soulage-toi de tes fantômes. Je m'efforce d'approcher jusqu'à les toucher du doigt, les caractères de mon époque. Je les trouve abominables, et si dominants que l'homme affaibli ne pourra plus se soustraire à la fatalité qu'ils énoncent et qu'il en périra bientôt. Machinisme, égalitarisme sont les araignées qui tissent la toile de leur nom cruel entre mes paupières. Je vois un horizon de barreaux de prison. L'étouffement des désirs par la satisfaction des besoins, telle est la police parcimonieuse, l'économie sordide, découlant des facilités dont nous accablent les machines, qui viendra à bout de nos races. L'homme n'a de génie qu'à 20 ans et s'il a faim, mais l'abondance de l'épicerie tue les passions. Bourré de conserves, il se fait dans la bouche de l'homme une mauvaise chimie qui corrompt les vocables. Plus de religion, plus d'art, plus de langage. Ses désirs assommés, l'homme n'exprime plus rien. Il est écrit dans l'évangile de Saint Jean, « Je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. » Les doigts de l'homme sont divins, à la matière qui est vivante, un caillou émouvant comme mon cœur. Ils peuvent communiquer une seconde vie, de même que selon le dogme catholique, du pain qui est déjà chair et sang, le prêtre peut faire l'Eucharistie, qui est 2 fois pain de vie. Mais l'homme ne peut déléguer ce pouvoir absolu de ses doigts à un agent déjà issu de ses œuvres. À peine si le sculpteur peut se servir de l'ébauchoir, le peintre du pinceau, le musicien de l'archet. L'homme peut imprégner d'esprit un objet, faire jaillir d'un piano, d'un vase, d'un paysage, de longues sources de suggestions spirituelles, mais il faut qu'il soit là, qu'il les ébranle de ses mains. L'outil n'est efficace que dans la main de l'homme. L'homme ne peut abandonner l'outil à lui-même. La filiation poussée au second degré ne porte plus ou, du moins, dégénère sans remède. L'homme peut engendrer, il ne peut transmettre le pouvoir de la génération, insérer dans l'ordre de la matière une initiative indépendante et neuve, intercaler entre lui et les choses une race intermédiaire. Mais cela qui lui est interdit, l'homme a voulu l'accomplir et l'imposer à la nature, le faire accepter de Dieu. Il l'a voulu pour la pire raison, par lassitude. La race européenne, américaine, maîtresse de la planète, comme les grands peuples conquérants au bout de leur effort, a voulu se reposer du poids de son travail sur un monde inférieur de vaincus et d'esclaves, au lieu de les prendre dans les rangs d'autres races, ce qui lui était interdit par tout un monde de circonstances et de pensées. Elle a été les chercher hors du cercle animal, dans ce monde qu'a tort elle dit inanimé, dans le règne minéral, végétal. Avec les métaux, après avoir façonné l'outil unilatéral, inarticulé, inerte, elle conçoit la machine subtile, complexe, souple, capable de reprendre l'impulsion, de conserver le mouvement. Beaucoup croyaient qu'ainsi l'homme servait son désir le plus haut, qu'après une victoire définitive sur la matière, il allait aiguiller l'esprit sur une voie libre, le lancer sur un rail d'infini. Mais le mal se mêle au bien et rend les intentions fourchues. Au moment même où il faisait un si grand effort, l'homme cherchait une pente où se laisser aller et se détendre. Il l'a trouvée et il s'y est tenu, et c'est pourquoi il est puni. Car s'il ne peut conférer à des instruments le pouvoir d'engendrer la vie, par un revers inexorable, il peut les investir d'un pouvoir de mort. La machine est née de la paresse de l'homme. Elle est née décrépite et ruineuse. Elle ne peut engendrer que des cadavres. Pourtant, comme ils ont l'air jeunes et vigoureux, ces beaux bras d'acier, mais ce ne sont que les pinces d'un vieux crabe maléfique. Un enfant sort du ventre de sa mère. Si Dieu oublie de lui donner une âme, il coule comme de la gelée. Ainsi tout ce qui sort de la machine. L'homme ne peut faire qu'une machine produise un vase vivant, mais hélas, il peut faire que cette machine produise un vaisseau tel que le fléchissement s'y marque de façon inoubliable. Et une fois que l'homme a vu son œuvre moins bonne, ainsi mise au monde en sous-main, il se trouble à jamais dans son esprit, et sa conception de la beauté ne cesse plus de s'altérer d'heure en heure. De l'aveu fatal de l'homme, aussitôt que la machine est en mouvement, elle brise le nœud qui retenait la beauté, les liens profonds que la main ajustait autrefois entre les parties intimes de la substance. La machine est une esclave. Si on la déchaîne, c'est une brute qui ne peut que détruire. La machine n'augmente pas l'homme, mais au contraire, elle ne semble être mise au monde, jouant un rôle diabolique, que pour communiquer à la matière la conséquence mortelle de ce relâchement de l'activité de l'homme. Par exemple, telle machine happe un caillou. Ce caillou est prospère, il a reçu de l'influence des divinités atmosphériques une forme palpitante. La machine le broie et il en sort ce ciment informe, inanimé,
si profondément, si lourdement paresseux, à quoi l'homme renonce à conférer une vie plus haute que celle que connaissait ce morceau de matière quand il était caillou. Ce sera cette misérable maison moderne. Tandis qu'autrefois, au temps de la jeunesse et du génie, la pierre accédait à un plus haut degré dans l'échelle de la création, par la métamorphose ennoblissante que lui procurait la main de l'homme, tailleur de pierre. Certes, la machine est vivante, en cela l'homme semble s'être dépassé. La machine est même plus vivante que l'homme, dans la mesure où l'abdication de l'homme lui abandonne un pouvoir exorbitant. La machine est vivante comme la mort, c'est tout ce que nous créons encore, la mort, une mort active, acharnée, qui a de l'ouvrage devant elle. C'est tout ce qui sort de nos mains, qui soit encore sûr et fort. La machine échappe au désastre qu'elle propage autour d'elle, comme un démon se joue du feu de l'enfer. Aux époques de transition comme la nôtre, qui ont passé le point culminant où la vie dans son épanouissement a le loisir de se suspendre un moment, ce qui n'est encore de vivant passe au service de la mort, elle ne sert plus qu'à hâter la fin, à détruire tout ce qui se prolonge et qui n'est plus qu'apparence. Moment critique. Les machines font un énorme et implacable et irrésistible système de critique, de destruction, qui a germé dans notre sein et qui nous ronge. Mais une légende comme celle de la machine que je viens de te dire ne m'aide pas assez à composer l'incantation dont j'ai besoin, où veut entrer toute mon angoisse contre mon époque glissant de mes doigts, vertigineuse. C'est de toutes parts une dérobade, une fuite, comme une allusion vers quelque chose que je sens peser derrière la paroi de mon esprit, mais qui n'a point de nom dans ma langue. L'homme va mourir, l'homme que nous avons conçu, aimé, loué. Je vois bien s'avancer de toutes parts un génie qui nous est étranger, mais il entraîne de grandes beautés. Il est vrai que ces beautés sont plus célestes que terrestres, qu'elles sont tracées par une promptitude silencieuse, qu'elles appellent une intuition instantanée, de plus en plus indicible, de plus en plus inarticulable. Pour moi, cet avenir c'est la fin, puisqu'il ne prolonge rien de ce que nous appelons humain. Toutes les valeurs dont nous vivions disparaissent. Ce système du monde qui se composait dans les entrailles mentales de l'homme va s'anéantir. C'est la toute prochaine péripétie du roman cosmique. Nous ne serons plus là dans 8 jours pour voir l'épisode suivant. La vie universelle continue, des cendres de l'homme elle crée un être nouveau. Pour cet être nouveau il y aura des valeurs nouvelles. L'appréciation de ces valeurs fraîches nous échappe complètement. Elles signalent un monde qui nous est tout à fait étranger, hors du régime humain, hors de la sphère terrestre. Silence de cinéma sans musique. Cependant l'énergie que je tire de la terre ne peut nourrir qu'un espoir, un désir, un vouloir humain. Je ne peux former d'autre souhait que de perpétuer ce que j'aime. J'ai donné tout mon amour à ce que je connais. Je ne puis remplacer ma raison de vivre par ma raison de mourir. Si l'humain meurt, au moment où il meurt, que m'importe cet univers qui va se nourrir de la dissolution de nos chairs, de nos belles catégories. Je souffre trop. Je passe la main. Si d'autres de mes frères ont la force, cessant d'être des hommes, de tirer une joie de l'atroce enfantement, tant mieux pour eux. Je vous salue, anges ou démons. Abandonne cette vue borgne que l'évolution à venir ne consistera qu'à épuiser les prémices que tu discernes dans les faits actuels. Dans l'état présent germent des causes mystérieuses qui engendreront des conséquences inattendues. Tu ne peux condamner sans recours un futur qui ne te réserve que des surprises. Tout peut être changé d'une minute à l'autre par une découverte. Et par exemple, cette époque de la machine où nous nous débattons peut être terminée d'un instant à l'autre. En tout cas, tout nous engage à modifier une conception de la vie et de la beauté à la fois trop stable et trop périssable que nous tenons de la Méditerranée, région qui n'est pas hantée par les tremblements de terre. Ne soyons pas fétichistes, n'attachons pas tout notre intérêt à une statue de marbre cassable, à une machine que la rouille menace. Corrigeons l'exemple grec par l'exemple japonais. Apprenons à renouveler la beauté chaque matin avec un peu de papier et quelques petits bouts de bois. Oui, certes, songeons que les civilisations sont périssables. Préparons-nous à lever le camp, jetons du lest. Accrochons-nous aux principes vivants. Cette planète même se dérobe sous nous. Alors, allons jusqu'à l'exemple de l'Indien qui, entraîné aux plus riches méthodes de dépouillement, s'accorde mieux que nous à une destinée de déluges et de collisions astrales. Non, je reviens me réfugier près de cette statue de marbre, immobile pour 1 heure dans un parc qui invinciblement retourne à la brousse. Je ne puis penser autrement que je fais. L'avenir, je ne puis le composer que des traits que je vois à aujourd'hui qui me montrent le visage d'agonie de tout ce qui m'est cher. Je n'ai pas le cœur dur d'un démiurge. Mais si tu gardes dans un coin de ton esprit cette idée que les choses ne tourneront pas inévitablement comme elles en ont l'air, tu seras obligé de tenir ton jugement en suspens. Tu ne pourras pas t'abandonner tout à fait au pessimisme que tu préfères,
et tu te garderas ouvert à d'autres hypothèses que des ruptures totales d'équilibre. Et l'homme ne finit pas plus qu'il ne commence, et rien ne s'est jamais arrêté en lui qu'on puisse fixer d'un mot. On ne peut pas dire « ceci est, a été et sera l'homme », car depuis qu'il existe sur cette planète un mammifère érigé sur ses deux pieds, il a déjà renouvelé plus d'une fois, pièce à pièce, toute son armature spirituelle et l'intime même du métal dont est faite cette armature. L'idée de la permanence des formes, sous ce crâne, ne peut subsister qu'à l'abri de l'ignorance. Le domaine cultivé par l'histoire, jusqu'hier, était assez étroit pour que l'homme rationnel puisse se persuader que la terre ne pouvait produire d'autres fleurs mentales que celles dont il chantait. Ces temps-ci, les douleurs toujours renaissantes et toujours pareilles. Mais voici que la préhistoire déborde de sa jungle irrésistible notre petit jardin. La préhistoire brise l'homme historique, comme la considération de l'inconscient brise l'homme psychologique. Pour moi, j'incline à me confier au flot à l'exemple de Christophe Colomb. Bientôt apparaîtront des choses nouvelles, terres ou étoiles. Nous leur donnerons un nom humain, ou bien les anges nous souffleront les termes ineffables qui conviennent à ces surprenantes Amériques. Non, l'homme, c'est une espèce terrestre. Il y a un point d'épanouissement pour chaque espèce qu'elle ne peut dépasser. Au-delà, c'est la mort. Peu importe ce qu'est la mort, et si sous d'autres cieux cela pourrait s'appeler la vie. Et tu crois que l'humanité actuelle a dépassé ce point et s'engage dans la vieillesse? Alors, ton pessimisme est absolu. Il n'y a plus qu'à attendre ce qui pour toi sera vraiment la mort, puisque tu ne veux pas t'intéresser à cet être fascinant qui naîtra à travers la mort, de cette partie de toi-même que tu ne connais pas, qui ne répond pas à ton nom d'homme, et qui est pourtant plus vivante que toi. L'homme peut, tant que les conditions physiques de la planète ne sont pas changées, échapper à la vieillesse en retournant à l'enfance. Ah, je te vois venir. Tu m'amènes à ton idée de la destruction. Aujourd'hui est mauvais, demain est entièrement inclus dans aujourd'hui. Il faut détruire aujourd'hui et hier renaîtra. Derrière le conservateur s'avance le réacteur. Oui, pour empêcher la destruction lente que je vois en tous sens, pour arrêter l'évolution pernicieuse, je veux interposer une destruction immédiate, totale, qui ramène l'histoire à ses débuts. Les débuts de l'histoire, mythologie d'enfant. Ainsi serait sauvé et restitué l'humain, ce qui est la souche, ce qui permet les fruits et les fleurs et les feuilles, l'animal et l'enfant. Il faudrait que les vertus renaissent. Il y a quelque chose sous le ciel que j'appelle toujours, c'est la fraîcheur du sang. Sentir que la sève des feuilles coule directement dans les veines de l'homme, ne pas laisser les lèvres de l'homme se dessécher loin du sein de sa nourrice. Que ne ferait-on pour qu'un sourire de jeune homme refleurisse quelque part sur cette planète qui a besoin d'être fumée? Il y a quelque chose que je veux maintenir à tout prix, l'idée du salut de la ruche par une certaine restauration, qui serait une conservation profonde, me relance toujours. Cet instinct de conservation s'attacha à quelque chose de plus en plus général. Il ne s'agit plus de maintenir le français, ni même l'européen, mais l'humain. Maintenir l'humain, faire en sorte qu'il y ait encore longtemps une expression humaine du monde, par des chants et des prières, des amours, toutes sortes de fabriques. Car nous ne voulons pas encore nous perdre tout entier en Dieu. Fait de la boue de cette planète, nous ne pouvons concevoir l'activité spirituelle que selon une morphologie inhérente à cette boue. C'est pourquoi je m'effraie devant le tour actuel des choses qui a l'air d'aller à une abstraction destructrice de toute variété capricieuse, de tout modelé délicat. Je ne puis encore renoncer à ce qui m'a sauté aux yeux, au plus caractéristique de l'effort des hommes. Découper les choses avec des instruments, les surprendre et les précipiter dans des formes qui sont plus souples et plus résistantes que les choses. C'est pourquoi quelques hommes isolés dans le monde moderne, en Amérique, en Asie, en Europe, épouvantés des déficiences aux proportions continentales que ne masquent pas les faibles constructions qu'élève de toutes parts le consortium de ces forces égarées que nous nommons au hasard démocratie, capitalisme, agnosticisme, machinisme, communisme, songent à rompre cette faible course et ne s'effraient plus du mot de destruction. Ils ne reculent pas devant les moyens désespérés, armer les fous, les brutes, ces millions d'ennemis que l'humanité renferme dans son sein. Destruction matérielle dans un monde qui n'est plus que matériel. J'ai horreur de ces rêveries de promeneurs placides qui tout à l'heure va retrouver son cabinet à la même place. Nous avons fait la guerre, voilà qui nous a guéri des utopies, voilà qui nous a restitué le sens d'une certaine mesure. Nous savons que l'idée est un acte et un acte de la douleur. Je demande sur quelle galère tu embarques l'humanité et quelles souffrances manœuvreront les rames. Et je veux qu'ils réfléchissent, ces destructeurs, s'ils s'en trouvent, sur ce qui en eux est susceptible d'être détruit. Que changerions-nous si nous étions dans les conditions les plus efficaces pour tout changer? Je ne puis me maintenir dans les vues de l'esprit,
je découvre la platitude des événements. Donc, on détruit l'économie, au diable les banques, les usines, les chemins de fer, plus d'argent, plus de presse. Enfin les hommes respirent, ils ne vont plus au bureau, ils quittent les villes. Car c'est bien cela, n'est-ce pas, que vous voulez. Votre effort ne peut aboutir qu'à cela. Votre passion pour ébranler le monde présent devrait être si violente qu'elle ne pourrait moins faire que le briser. Ou bien alors c'est un effort modéré, qui veut en prendre et en laisser, mais qui alors s'amortira et se confondra avec les autres compromis. Le communisme en Russie, parce qu'il n'a point rétrogradé à la horde, rejoint l'américanisme, un idéal de production de fer blanc. Oui, ce rude dilemme, un réformisme rafistoleur, équivoque, souffreteux, ou un anarchisme incendiaire qui seul puisse relancer le feu des âmes. Mais si nous en venons à ces cendres et à ces décombres, recommence la nécessité du pain et du toit. Si l'appareil présent de notre civilisation est détruit, je me représente que nous retomberons à un stade champêtre dont je crains qu'il ne ressemble à celui que nous avons connu pendant la guerre et dont nous étions fort empêchés. Faire le feu, réparer sa chaussure, attendre la pitance à son tour, la gamelle au poing. Les hommes ont toujours souhaité de se débarrasser de ces rites préalables. Pourtant, si l'on détruit la machine, c'est à quoi on veut revenir. Or vaut-il mieux gagner son pain en bêchant quelques jachères ou en bricolant 8 heures dans un bureau ? Tout l'effort humain tend à remplacer les coups de bêche par les 8 heures de bureau. Tout ce qu'on peut maintenant espérer, c'est diminuer les heures de bureau, ouvrir les fenêtres du bureau. Les machines sont terribles, manquent de nous perdre, mais nous ne pouvons échapper à cette alternative, vaincre par elle ou périr par elle. Il faut que l'homme surmonte la machine, mais la détruire nous ferait seulement retomber dans les précédentes servitudes. Pendant des siècles, l'homme a été l'esclave manuel de l'instrument. Pourtant l'instrument était son libérateur de plus anciens ennuis. Certes, il avait une vertu que n'a pas la machine. C'est avec l'instrument que l'homme a créé la beauté. Mais tant pis, il faut que, par la machine, nous atteignions à une zone inconnue de la beauté, que nous donnions à la machine la souplesse de l'instrument. Déjà je vois autour de nous, parmi la constante et adorable imperfection, à travers l'épaisseur de la vivante laideur, surgir des beautés neuves et déroutantes. Il se peut que l'art meure après la religion, et même l'amour après la guerre, mais peut-être d'autres expériences se préparent, sont en cours déjà. Tant pis pour ceux qui manquent d'y prendre part, l'aventure mondiale est bonne dans toutes ses parties. Toute une allègre disponibilité va en moi contre la thèse radicale du conservateur qui professe que l'activité de notre espèce ne peut se produire que selon un type déterminé et permanent. Les règles, même les plus évidentes, comme l'amour et la mort, ne peuvent empêcher l'entrée du nouveau. On peut imaginer sous le signe de Malthus la planète de demain supportant des habitants raréfiés, avec peu d'abondance séminale, qui se renouvelleraient sans plus user de l'institution de la famille et de la monogamie, et ne recevraient, dans une longévité aseptique, qu'une mort plus lente. Mais pourtant ces hommes connaîtraient peut-être une autre vitalité que celle dont nous rêvons selon des modèles généralement transposés du passé dans le présent. En combinant les sports, on ne sait quelle drogue, d'anciennes disciplines ascétiques retrouvées et d'autres ingrédients moraux, il se fabriquerait une sérénité ou une frénésie. Il est vrai, que serait cette fureur que les mouvements de mensonge de destruction lâcheraient sur cette planète, si fascistes et communistes, entraînés les uns contre les autres par le même idéal atroce, nous broyaient tous dans leur étreinte délirante, et que nous nous réveillions un beau matin dépouillés de tout notre fragile bagage de livres et de machines, après quelques nuits où le cyclone de la colère, parmi les avions bombardeurs posant sur le toit des civilisations le pied d'éléphant d'une tonne de mélinite, aurait pulvérisé dans les esprits les formules de la science et de l'industrie. Des flots de sang ne changeraient rien. J'espère dans le bain de sang comme un vieillard acculé à la mort. Pourtant, il y a une chose dont je ne mets pas en doute l'efficacité, c'est la passion. Qu'y a-t-il d'autre au monde que la passion des hommes ? Et que peuvent-ils faire d'autre que d'exprimer la passion par les coups ? Et qu'importe qu'ils détruisent ce qui par instant nous offre encore le sourire enjôleur d'une longue beauté, qu'importe qu'ils n'ouvrent la voie qu'à des accomplissements ignominieux, plus médiocre que toute cette médiocrité qui nous accable. J'aime l'écume. Elle fait un irrésistible blanc en haut de la grande vague pure qui casse si bien les reins. Mais à chaque émotion, quelle immense cloaque des flaques de sous les civilisations, quel lit de vieille défaite attend toujours son heure misérable au fond de toutes les cités. Nous avons déjà cette perpétuelle jacquerie inerte des paysans. Que sont les paysans ? Quelle déchéance macèrent-ils pendant des siècles au fond de leur chaumière ? Fascisme étriqué, communisme bafouilleur, surréalisme hystérique, et vous, mystiques éperdus, qui vous élèverez demain sur une Amérique épouvantée soudain de sa platitude, vous êtes de faibles signes avant-coureurs d'une faiblesse terrible. Où est le sang ?
Où est la pureté du sang? Que sommes-nous les hommes? Y en a-t-il un seul parmi nous qui soit égal à nous? Dans quel dédale d'hérédité perplexe, de malencontre, d'oubli, d'avarice se perd la destinée de l'espèce? Peut-être ne ferons-nous pas naufrage en définitive sur cette planète dans le déluge de nos excréments, mais les meilleurs, d'un coup de rein enfin heureux, s'élanceront plus loin que ces étoiles trop proches, trop connues.